Bon, alors, bienvenue tout le monde. Bonne et heureuse année 2021. Beaucoup de santé, de réussite et que Corona nous quitte bientôt pour revenir à la situation normale. Ben, c'est le 4 janvier 2021. C'est la séance numéro 7 et la dernière du module de programmation linéaire avec 4 infini 2. Alors, je vais revenir donc au chapitre dualité. On a déjà fait une partie. Donc, un petit rappel peut-être pour clôturer ce module. Donc, je reviens à la première citation qu'on a présentée dans la première séance au début. Il n'y a rien dans le monde qui ne se réalise sans la volonté de minimiser ou de maximiser quelque chose. Tout le module tourne autour de cette citation. Je vous rappelle que parmi les définitions de programmation linéaire, on a donné la définition suivante. Un programme linéaire est l'allocation efficace de ressources rares ou bien limitées à certaines activités en vue de maximiser ou minimiser un certain objectif. On a fait plusieurs exemples, d'exemples de maximisation, d'autres exemples de minimisation. Et dans la modélisation, on a fait, plus ou moins, on a atteint deux objectifs. Le premier, c'était de maîtriser un peu, de se familiariser avec les outils d'optimisation et des outils de modélisation dans le cadre de programmation linéaire. Qui, si je rappelle, c'était de définir trois composantes principales, les variables de décision, les contraintes et la fonction objectif avec une option maximisée ou bien minimisée. Et puis aussi, on a classifié les problèmes suivant la nature des variables de décision. Donc, peut-être on les a regroupés dans trois classes. Les programmes linéaires dits contenus. Si on a la seule contrainte sur les variables de décision, c'est que toutes les variables doivent être non négatives, mais peuvent prendre des chiffres avec des virgules. Voilà l'appellation contenue. Ou bien la programmation discrète, c'est-à-dire que les variables de décision sont ou bien des variables entières ou bien des variables discrètes, plutôt des variables binaires, d'accord? Sachant que, bien sûr, les variables binaires 0 et 1 sont un sous-ensemble particulier de l'ensemble des entiers naturels. Et puis, donc, un troisième type de programme linéaire, c'est des programmes linéaires dits mixtes, c'est-à-dire les variables de décision sont mixtes, sont mélangées. Il y a quelques-uns ou bien quelques-unes qui sont contenues et d'autres qui sont discrètes. Et puis, on a dit que la chose la plus importante dans ce programme, dans ce module, c'est la modélisation. La modélisation, c'est de l'ingénierie. Et c'est une chose que jusqu'à présent, donc, l'être humain ne peut pas remplacer par une machine. Vous savez, maintenant, avec toutes les nouvelles technologies, les nouvelles sciences, data science, intelligence artificielle et tout ce qui tourne autour, euh, on est en train de faire remplacer l'être humain par une machine, par une machine qui va plus ou moins donc, réfléchir à sa place. Je ne vais pas dire prendre des décisions parce que ça, c'est encore un problème. Si la machine prend une décision, ce n'est pas toujours la bonne décision si on va prendre en considération qu'on est des humains et que parfois notre décision n'est pas toujours, on va dire, scientifique, c'est-à-dire parfois il y a d'autres côtés qu'il faut prendre en considération. Et puis on a vu que après avoir modélisé, on a vu les méthodes de résolution, on a vu la méthode de résolution graphique et puis la méthode ou bien l'algorithme, le fameux algorithme du simplex. On n'a pas poussé pour voir toutes les méthodes de résolution utilisant l'algorithme du simplex parce que là, c'est de l'algorithmique. Et
puis la machine peut remplacer l'homme. Je vous ferai à la fin de la séance, comme j'ai déjà promis, un TP vite fait pour vous montrer un outil numérique qui peut nous résoudre n'importe quel problème qu'on veut résoudre d'une façon, de manière très, très aisée. D'accord? Donc, si on modélise pour la modélisation, pour la résolution, il n'y a pas de souci. D'accord? Peut-être le dernier souci que vous allez avoir, je dis peut-être dans l'examen, mais après l'examen, donc il n'y aura plus de souci de résolution. Mais alors, la dualité, donc, on a introduit la dualité d'un aspect économique. Sur cet exemple-là, l'exemple d'agriculteur qui veut maximiser son bénéfice. Mais peut-être c'est bon de rappeler le modèle. Alors, normalement, c'était la séance. Est-ce qu'on l'a fait en présentiel ou bien en distanciel? C'est pas cette séance, c'est cette séance après. D'accord, donc l'exemple d'agriculteur qu'on a modélisé, c'est un problème de type contenu, puisque la seule contrainte sur les variables de décision était la contrainte de non-négativité. D'accord? On a résolu le problème avec la méthode graphique, et puis on a résolu avec l'algorithme du simplex. On a fait le lien entre les deux méthodes. D'accord? Et puis, on a commencé à aller dans la troisième phase. Donc, après la modélisation, la résolution, il y a ce qu'on va dire analyse post-optimale. Dans l'analyse post-optimale, on s'est intéressé plus ou moins à trois scénarios. Le premier, c'est dans le tableau optimal, on a fait la lecture de quelques valeurs particulières du tableau. Donc, je vous rappelle qu'ici, on avait deux variables de décision x1 et x2. Donc, la première colonne, c'est la colonne des x1, la deuxième colonne des x2. Et puis, on avait trois variables, ou bien quatre variables d'écart, E1, E2, E3, E4. Donc, respectivement, colonne de E1, E2, E3 et E4. Et là, c'est la valeur de la fonction objective. Alors, dans le dernier tableau, on peut remarquer, si on regarde ici, je ne vais pas rappeler les principes de l'algorithme du simplex, mais s'il y a un besoin, donc posez vos questions, je suis là pour vous répondre. Donc, dans le dernier tableau, on dit que le tableau 3 est optimal parce que tous les coefficients de la fonction objective sont inférieurs ou égaux à 0, ce qui est équivalent à la contrainte d'optimalité. Donc, notre tableau est optimal. La valeur optimale de Z était 26 000. Et puis, on regarde les variables de décision. On a deux variables. Elles sont dans la base, toutes les deux. Donc, pour faire la lecture de la valeur, il faut regarder dans la dernière colonne, colonne de second membre. Donc, x1 égale 40, x2 égale 110, ce qui nous donne un vecteur optimal, x optimal, avec 40 pour x1, 110 pour x2, et z optimal égale 26. Et là, si on revient aux variables d'écart, si vous vous rappelez, on a défini une variable d'écart, par exemple E1, c'est une variable qui mesure l'écart entre l'état initial d'une ressource et ce qu'on a consommé. Donc, pour le terrain, pour la surface, on disposait de 150 hectares au début et on va allouer x1 hectares pour la récolte des tomates et x1 hectares pour la récolte des piments. Donc, la somme de x1 et x2 constitue la surface utilisée. Et là, le E1, c'est la variable d'écart qui mesure l'écart entre l'état initial moins ce qu'on a consommé ou bien ce qu'on a utilisé. Vous voyez là que la somme des surfaces allouées pour la récolte des tomates et la récolte des piments, ça fait bien 150. Donc, E1 égale 150 moins 150, ça fait 0. Donc, on a consommé toute la surface disponible. C'est pour cela que E1 n'est pas dans la base. Je vous rappelle que toute variable hors base est une variable dont la valeur égale 0.
Donc, je vois ici, E1 n'est pas dans la base, puisque tout le terrain a été consommé. E2 aussi n'est pas dans la base, puisque la main-d'œuvre a été totalement épuisée. On disposait de 480 heures. Si je vais remplacer dans la deuxième contrainte, puisque c'est la contrainte de la main-d'œuvre, X1 par 40 et X2 par 110. Donc, 4 fois 110, ça fait 440, plus 40, ça fait 480. Donc, on voit aussi que la consommation est égale à l'état initial de cette ressource. Donc, l'écart entre l'état initial des heures de main-d'œuvre et la totalité des heures consommées, ça fait 0. Et donc, E2 égale 0. Pour cela, elle n'est pas dans la base. Ce n'est pas le cas pour E3 et E4, puisque E3 elle est dans la base avec une valeur égale à 60. Là, on l'a obtenu en appliquant l'algorithme du simplex. Mais si on regarde dans la troisième contrainte, on peut retrouver cette valeur-là. Comment? On va remplacer x2 par 110. 2 fois 110, ça fait 220. Plus 4 fois 40, ça fait 160. 220 plus, comme on a dit, 160 plus 220, ça fait 380. Donc, on a consommé 380 mètres cubes d'eau. On disposait de 440. 440, l'état initial de la réserve d'eau, moins les 380 mètres cubes d'eau consommés, ça fait que 3 égale 60, une chose qu'on a trouvée dans le tableau. Même chose pour E4. E4, elle est dans la base, dans le tableau optimal, c'est-à-dire qu'on n'a pas consommé toute on va dire aussi l'autorisation pour la récolte des tomates. On est autorisé à consommer 90 hectares et on n'a consommé que 40. Donc 90 moins 40, ça fait bien 50 et on le trouve dans le tableau. Donc là, dans le tableau optimal, on a plusieurs informations. La première, c'est la solution optimale. La solution est donnée par le couple, le vecteur de décision optimale et la valeur de Z optimale. Ça, on peut le lire dans le dernier tableau, le tableau optimal. Deuxième information, on peut avoir l'état des ressources. Donc, si on nous demande quelles sont les contraintes qui ont été saturées, donc la première contrainte et la deuxième sont totalement saturées. La troisième et la quatrième ne sont pas saturées. Bien, la question peut être posée autrement, d'une façon équivalente. Quelles sont les ressources qui ont été totalement épuisées? Donc, la première ressource, E1, et la deuxième, c'est-à-dire la surface de terrain et la main-d'œuvre, ont été totalement épuisées. Pourquoi? Parce que l'état initial égale la consommation. Et l'écart entre les deux est nul. C'est pour cela que E1 et E2 ne sont pas dans la base. Or, E3 et E4 nous disent qu'on n'a pas utilisé totalement les deux dernières ressources, à savoir la réserve en eau et l'autorisation pour les tomates. Avant de continuer, y a-t-il des questions? Il y a une question que je n'ai pas posée à temps et j'espère que la réponse va être oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alhamdoulilah. Si après tout ce que j'ai dit, et j'ai eu un problème de micro, là, ça aurait été pas une très bonne information pour ce début de l'année 21. Mais, alors, y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Y a-t-il des questions? Je sais que Monsieur, Fadel. monsieur بربي كان si on inverse l'équation 3 و 2 تولي عنا في l'équation 3 l'écart هي E2 وفي l'équation 2 l'écart هو E3 تقعد عنا نفس les résultats. Bien sûr, parce que regardez, l'ordre des équations n'est pas important. C'est comme si vous allez résoudre un système. Chaque équation nous donne une information. Ça, c'est l'information par rapport à la surface totale, l'information par rapport à main-d'œuvre, réserve d'eau, etc. Ce qui est important quand je mets l'accolade, c'est que je suis en train de chercher X1, X2 qui vérifie simultanément toutes ces contraintes. Mais l'ordre de ces contraintes n'est pas important.
peux les bouleverser comme je veux. Toujours, je trouverai le même résultat. D'accord? Puisque voilà, c'est comme en algèbre linéaire. Quand vous avez un système d'équations, si vous allez échanger, et c'est une permutation de lignes, c'est une opération élémentaire permise et qui ne modifie pas l'ensemble des solutions. C'est la même chose pour les contraintes. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur, est-ce qu'on peut faire la minimisation avec la méthode de simplex? On peut faire la minimisation avec l'algorithme du simplex. Il y a plus ou moins trois façons de faire. La première, c'est il y a un algorithme dédié pour la minimisation. D'accord? Comme on a fait l'algorithme de simplex dédié pour la maximisation, il y a un autre algorithme qui est dédié pour la minimisation. Nous, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on peut minimiser en maximisant. C'est-à-dire, je vais ouvrir une parenthèse. Je vous donne un exemple simple. Dans le cas général. Dans le cas général, on parle de fonctions convexes. On a défini ce que ça veut dire convexe quand on a fait le chapitre de résolution graphique. D'accord? Donc, si je reviens et je vais dessiner une fonction convexe, donc c'est une parabole, par exemple. Ce n'est pas linéaire, bien sûr, mais une fonction convexe. Si je veux minimiser, donc si la fonction est convexe, je suis sûr qu'il existe un minimum. D'accord? Donc là, c'est en ce point-là, j'ai le minimum de la fonction f et cette valeur-là. Maintenant, si je veux multiplier f par moins 1, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais forcer une symétrie par rapport à cet axe-là. Donc, plus ou moins, je vais trouver de façon symétrique. Donc, regardez. Bon, c'est pas symétrique tout à fait là. Mais c'est tout à fait. C'est pas du tout symétrique. Je dois la corriger un peu. Voilà, donc plus ou moins comme ça. Alors, regardez que le maximum et le minimum, ils sont atteints pour la même valeur de x. Sauf que le maximum, le max, égale moins la valeur minimale. Donc, il y a un signe opposé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, si j'avais un problème de minimisation, minimiser z ou en ensemble de contraintes, ceci revient à maximiser moins z. Je peux introduire une autre lettre, y maintenant, égale moins z. Maximiser moins z. Et je ne touche pas aux contraintes. Je laisse les contraintes telles qu'elles sont. Je sais maximiser, donc voilà, je peux appliquer l'algorithme de syntaxe pour trouver la valeur maximale. Donc je trouve le tableau, il va me donner la valeur de x optimale. Et puis, entre minimum et maximum, il y a un signe moins. Je multiplie l'une par moins 1 pour passer de l'une à l'autre. C'est une première façon de faire. Il y a une deuxième, puisque la première, il y a un algorithme adapté à la minimisation. Une troisième façon, c'est la dualité. La dualité, comme ce chapitre on a vu. Donc, si vous avez un problème de minimisation sans dual, il va être un problème de maximisation. Je vais faire un exemple tout à l'heure. Donc, le problème dual d'un problème de minimisation, c'est un problème de maximisation. Et on sait qu'on peut trouver, si on a la solution du primat, on peut trouver la solution du dual. Donc, il suffit de résoudre un des deux problèmes duaux pour avoir, pour déduire la solution de l'autre. Donc, c'est pour cela qu'on n'a pas fait la minimisation pour ne pas que le cours ne soit pas assez lourd. D'accord? 21 heures, c'est peu. Avec donc 50%, 50% en présentiel à distance, ça fait encore moins du temps pour terminer. Alors, y a-t-il d'autres questions?
Je reviens ici et je vais vous demander, alors 200 sur 3, c'était quoi là? Qui se rappelle de l'appellation? C'est quoi 200? C'est la valeur marginale de la première ressource. Alors, comment on fait? Donc, regardez, nous, on a dit que on disposait de 4 ressources. Il y a 2 qui ont été totalement consommées, puisque E1, E2 ne figurent pas dans la base du tableau optimal. Or, les 2 autres n'ont pas été totalement consommés. C'est-à-dire, à l'optimalité, il me reste 60 mètres cubes d'eau non utilisés et 50 autorisations pour 50 hectares pour la récolte des tomates qu'on n'a pas utilisées. D'accord? Donc maintenant, ces chiffres-là, dans le tableau optimal, donc c'est les chiffres qui correspondent aux cases dédiées aux variables d'écart, période, donc c'est la valeur de E1. Donc, là, elle me donne la valeur marginale de cette ressource. Qu'est-ce que ça veut dire, valeur marginale? Je vais me rappeler la définition de cette ressource. وأنا لكم Non. Et le coût marginal, la valeur marginale. C'est vrai. Alors, je vais prendre la définition. Alors, le coût marginal ou bien la valeur marginale, c'est l'amélioration de la valeur objective pour chaque augmentation d'une unité de second membre d'une fonction. Je vais faire le lien avec ce qu'on était en train de faire. Voilà, et c'est là. Voilà. Je vais déposer la définition et on va la. Donc, les seconds membres, pour la première contrainte, on avait 150. On a dit que dans le tableau optimal, E1 ne figure pas dans la base, ça veut dire qu'on a épuisé toute la surface. On l'a vérifié même en faisant la somme 40 plus 110. Donc, si on disposait d'un hectare supplémentaire, parce qu'une unité supplémentaire d'un second membre, le premier second membre, c'est 150. Il représente la surface du terrain dont disposer, qui est 150 hectares. Si au lieu de 150, on avait 1 hectare supplémentaire, une unité supplémentaire, donc 1 hectare, on aurait gagné, et bien sûr, on va garder toutes les autres ressources de les mettre inchangées, 480, 440, 90. On aurait gagné les 26 000, comme avant, plus pour une unité supplémentaire, je vais avoir un bénéfice supplémentaire égal de 100 sur 3. Et ce bénéfice-là, de 100 sur 3, c'est ce qu'on appelle la valeur marginale de la surface, ou bien le coût marginal de la surface. D'accord? Comment j'ai dit d'où j'ai apparu de 100 sur 3? Eh bien, je regarde la valeur de E1 dans le tableau optimal. Bien sûr, je change de signe et c'est de 100 sur 3. Je peux faire la même chose pour la deuxième ressource. Monsieur, مش هي moins 200 sur 3 علاش نكتبوا plus 200 sur 3 Parce que dans l'écriture de la fonction objective Z, il y a 2 façons de faire. Normalement, on a comme ça Z égale 100x1 plus 200x2. Donc, pour appliquer l'algorithme de syntaxe, on fait passer un membre dans l'autre membre. D'accord? Donc, on le fait passer, ou bien on va faire passer Z ici. Il y a 2 façons de faire. Ce qui change des signes. Donc, c'est juste technique pour l'algorithme de syntaxe. D'accord? Donc, pour la deuxième contrainte, donc if. Deuxième contrainte, elle est représentée par la variable d'écart E2. Elle est là. Si je vais ajouter une unité, donc 480 heures plus 1 heure, j'aurai gagné 26 000 plus 100 sur 3. Donc 100 sur 3, c'est le bénéfice dû à l'augmentation de la deuxième ressource d'une unité. Et bien sûr, on peut imaginer que pour la troisième
et la quatrième, si je vais ajouter des ressources, je ne vais rien gagner de plus. Pourquoi? Parce que ces deux ressources n'ont pas été épuisées à l'optimalité. À l'optimalité, il me reste, voilà, on peut le voir ici, 60 mètres cubes d'eau non utilisés. Donc, si je disposais de 441 au lieu de 440, ça va être la même chose. Donc, le coût marginal égale 0. Même chose pour la quatrième ressource. Et de là, on peut tirer une autre conclusion. Si la valeur marginale, ou bien si la ressource a été totalement épuisée, sa valeur marginale, elle va être une valeur non nulle. Si la ressource n'a pas été totalement épuisée, donc le 3 et le 4 sont dans le tableau optimal avec les valeurs 60-50, donc leurs valeurs marginaux, leurs valeurs marginales sont nulles. Donc, je peux faire la même chose. Donc, si je vais écrire, on ne l'a pas écrit la dernière fois, je vais l'ajouter ici. Donc, avant de l'ajouter, peut-être, voilà, je vais tendre et je vais faire une copie pour faire vite. Alors, on disposait de 90 hectares, 90 hectares pour l'autorisation des tomates. Donc, HA. Bon. Si je disposais d'un hectare supplémentaire, j'aurais gagné 26 000 plus 0. Et ça, c'est l'autorisation pour les tomates. Pourquoi? Parce que j'étais autorisé à utiliser 90, à réserver, à allouer 90 hectares pour la récolte des tomates et je n'ai alloué que 40 hectares. Récolte tomate. Donc, autorisation tomate. Oui, mais non. Ah, ça sort ça. Alors, 1, 2, 3. Pour revenir à ce qu'on avait précédent, donc précédemment, on avait 400, c'est-à-dire 3, 100 sur 3, c'est voilà. On va ici, on avait 440 mètres cubes. 440 mètres cubes plus 1 mètre cube d'eau, ça va nous donner 1 mètre cube d'eau, ça va nous donner la même chose. Donc, voilà, elle est là. Et, voilà. Et donc, on a ce qu'on appelle les valeurs marginales ou les coûts marginaux. On passe à autre chose. Alors, le problème du HAG, c'était le problème de l'acheteur. Donc, on a introduit ce problème par, par l'interprétation économique. On a dit que l'acheteur, il va plus ou moins attribuer des valeurs fictives aux ressources de l'agriculteur. Il disposait de 4 ressources. Donc, il va dire soit U1 le prix d'un hectare de terrain, soit U2 le prix d'une heure de main-d'œuvre, U3 le prix d'un mètre cube d'eau, U4 le prix d'un hectare Monsieur, d'autorisation automate. Oui, monsieur, j'ai pas compris le problème dual et comment on l'a résolu. J'ai pas bien compris. Est-ce que vous pouvez répéter comment on a trouvé les équations et comment on a résolu? je peux répéter, mais brièvement, parce que je me rappelle que vous n'avez pas assisté à la séance, la première. Et il y avait une vidéo. On a déposé une vidéo complète. Oui, j'ai vu la vidéo, monsieur, mais j'ai pas trop bien compris. Je vais rappeler l'essentiel, mais rapidement, pour pas compliquer le cours. Ok. Alors, on a dit qu'on avait 4 ressources. Donc, on a résolu le problème de l'agriculteur, le problème original qu'on appelle problème primal. Et maintenant, on va
se dire qu'il y a une personne qui veut acheter les ressources de l'agriculteur, c'est-à-dire il veut prendre sa place, il veut allouer cette activité. C'est une location-vente, d'accord? C'est-à-dire qu'il ne va pas vraiment acheter, il va tout simplement, il veut que l'agriculteur lui cède son activité et à la fin, après la récolte, il va le rendre pour les choses qui ne sont pas consommables, comme par exemple la surface totale. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour acheter? Pour que l'agriculteur va lui vendre toutes les ressources, il va lui payer une somme d'argent. D'accord? Et maintenant, l'acheteur va modéliser son problème pour voir quelle est la valeur minimale qu'il doit payer pour que l'agriculteur accepte de céder son activité. On minimise puisque voilà, l'acheteur, donc, il va payer de l'argent. Et à chaque fois où on paye, on minimise. À chaque fois, il s'agit d'un profit, on maximise. Donc, qu'est-ce qu'il va acheter? Il va acheter toutes les ressources. D'accord? Donc, il va attribuer un prix unitaire pour chaque ressource. Soit U1, c'est un prix fictif, ce n'est pas un prix réel, c'est un prix qui connaissent, on va dire, les experts dans le domaine et qui dépend de l'activité. D'accord? Pour les tomates et les piments, ce n'est pas la même chose que des prix pour, par exemple, les fraises et les cerises. Donc, il va dire que U1 est le prix d'un hectare, etc. Donc, il a les 4 prix. Maintenant, comment il va raisonner? Premièrement, il va acheter toutes les ressources. Donc, il va payer U1 pour chaque hectare. L'agriculteur dispose de 150 hectares, donc il va payer 150 fois U1, plus 480 fois U2, plus 440 fois U3, plus 90 fois U4. Ce qu'on trouve dans sa fonction dite. Il veut payer le minimum. Mais quand même, il y a une contrainte. La contrainte, c'est que l'offre en prix, elle doit être intéressante pour que l'agriculteur cède son activité. Pour cela, qu'est-ce qu'il peut remarquer? Il peut remarquer que l'agriculteur, initialement, il peut gagner ou bien 100 dinars ou bien 200 dinars. Pour gagner 100 dinars, qu'est-ce qu'il doit consommer comme ressource? Il doit consommer 1 hectare de terrain, plus 1 heure de main-d'œuvre, plus 4 mètres cubes d'eau, plus une autorisation d'1 hectare. Donc, il va estimer le prix de toutes ces ressources nécessaires pour gagner 100 dinars. Donc, ils vont être 1 fois U1, plus 1 fois U2, plus 4 fois U3, plus 1 fois U4. C'est ce qu'on a écrit ici. L'agriculteur serait prêt à céder ses ressources si s'il va avoir un prix supérieur ou égal à 100 dinars. Parce que sinon, s'il va garder ses ressources, il peut gagner 100 dinars. Il va raisonner de la même façon. Pour les 200 dinars, le bénéfice d'un hectare de piment. Donc, pour gagner 200 dinars, l'agriculteur doit récolter 1 hectare de piment. Pour récolter 1 hectare de piment, donc il a besoin d'1 hectare, de 4 heures de main-d'œuvre et 2 mètres cubes d'eau. Si on a estimé 1 hectare à U1 et 1 heure de main-d'œuvre à U2, donc ça va faire U1 plus 4 plus 2 plus 2. C'est exactement la deuxième contrainte. Ça doit être supérieur ou égal à 200. Voilà. Avec la contrainte de non-négativité, les variables duales, comme on appelle les variables duales, elles représentent des prix. Donc, les prix ne peuvent pas être négatifs pour cela que les 4 valeurs sont supérieures ou égales à 0. Et maintenant, il faut résoudre ce problème. Et là, je reviens à la question de votre camarade qui nous a demandé est-ce qu'il y a un problème de minimisation pour une méthode simplex pour la minimisation. Elle existe, mais regardez que, encore une fois, je peux contourner un problème de minimisation. Comment je peux le contourner?
si j'avais essentiellement à résoudre ce problème, c'est un problème de minimisation, en dual, il va être un problème de maximisation. Il va être ce problème-là. Si j'arrive à résoudre ce problème, je vais obtenir la solution aussi de ce problème. Donc, je résous un seul problème, j'ai deux solutions. Alors, je vais expliquer cela. Donc, premièrement, ce qu'on peut constater que dans le problème primaire, on avait deux variables de décision et quatre constants. Dans le problème dual, il y avait un inversement, un échange. Le nombre de variables de décision va devenir le nombre de contraintes dans le deuxième problème. Deux variables de décision, deux contraintes. Quatre contraintes dans le problème primaire, ça va nous donner quatre variables de décision. 1, 2, 3 et 4. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que pour chaque contrainte, pour chaque second membre d'une contrainte, on a attribué un prix fictif. Donc, on a associé une variable duale pour chaque contrainte. Donc, le nombre de variables duales est égal au nombre de contraintes. Et puis, si vous remarquez encore, il y a un autre échange. Les coefficients de la fonction objectif, respectivement, sont devenus les seconds membres des contraintes. Et même chose pour ici. Ou bien, on va dire, les seconds membres des contraintes sont devenus les coefficients de la fonction objectif. Donc, c'est une façon de faire. Une fois qu'on a résolu le problème, donc, la solution optimale, on l'a fait avec l'algorithme du simplex. Maintenant, à partir du tableau optimal, je peux déduire la solution optimale du dual. Comment on va faire? Eh bien, tout simplement, on va créer une correspondance entre les variables d'écart et les variables duales dans le même ordre. C'est-à-dire 200 sur 3, c'est la valeur de E1. Et encore la valeur optimale de U1. 100 sur 3, c'est la valeur de E2 dans le tableau optimal. Quand je dis la valeur de E2 dans le tableau optimal, c'est-à-dire la valeur marginale de E2, de la deuxième ressource. Ça va devenir la valeur optimale de E2, de U2. 0, E3, c'est E3. 0, U4, c'est E4. Donc, on a créé une correspondance entre les variables d'écart et les variables duales. Et puis aussi, si l'agriculteur ou bien l'acheteur, il est un expert, il va bien poser son problème, il doit trouver le bénéfice du primaire. Il doit trouver que l'agriculteur pouvait gagner 26 000, donc lui aussi, le prix qu'il va payer est égal à 26 000. C'est théoriquement. Après, il y a une négociation pour que l'acheteur essaie de baisser le prix pour ne pas payer le 26 000 et laisser donc une marge de bénéfice pour eux. Comme une deuxième façon de résoudre le problème dual à partir du primaire, c'est-à-dire après avoir résolu le primaire, supposons qu'on l'a résolu graphiquement. Donc, je n'ai pas ce dernier tableau. Mais j'ai cette solution, parce que graphiquement aussi, on a obtenu la même solution. Alors, comment on peut faire? On peut appliquer les théorèmes des écarts complémentaires. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce théorème-là? Eh bien, il nous dit la chose suivante, que pour chaque contrainte, l'écart de la contrainte, il est égal à 0 si la contrainte n'est pas saturée. Donc, quand on a les variables d'écart, on a créé une correspondance entre les variables d'écart et les variables duales. Donc, quand je vais mesurer l'écart x1 plus x2 moins 150 fois u1, il est toujours égal à 0. Parce que si la solution n'est pas saturée, donc la valeur marginale égale 0. Si la solution est saturée, if, donc 0 fois n'importe quoi égale 0. Donc, je fais le produit de deux facteurs que au moins l'un d'eux doit être égal à 0. Et de là, j'ai ce qu'on appelle les écarts complémentaires, parce que je calcule les écarts ici. D'accord? Donc,
Je calcule les 4 écarts, je multiplie par les valeurs de variables duales, puisqu'il y a une correspondance entre les variables d'écart et les variables duales. Même chose dans le problème dual. Donc, on est les variables duales de U1, U2, U3, U4, ils vont être X1, X2. Donc, j'ai un ensemble d'équations égales à 0. Les inconnus T, j'ai 4 inconnus. Et je vais utiliser ces deux systèmes pour trouver des valeurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence. Est-ce que la première solution est saturée? Oui. Je remplace donc 1 des x1, x2 à l'optimalité. Donc, 150 moins 150 égale 0. 0 fois n'importe quoi, c'est toujours égal 0. Donc, je ne peux rien conclure. Je passe à la deuxième. Est-ce qu'on a fait ça? On l'a fait la dernière fois. Et on l'a fait en présentiel. Voilà. Oui, monsieur. Voilà, très bien. Donc, 0 fois n'importe quoi, c'est 0. Mais là, la main-d'œuvre n'a pas été saturée. Si vous vous rappelez si je vais revenir au tableau suivant, à l'optimalité, il nous reste 60 mètres cubes d'eau. Donc, la somme 4 fois 40, ça fait 160. 160 plus 220, ça fait 380. Moins 440, ça fait moins 60. Moins 60 fois U3 égale 0, forcément U3 égale 0. Même chose ici, x1 égale 40. Donc, 40 moins 90, ça fait moins 50 fois U4. Ça fait 0, forcément U4 égale 0. Et ça nous donne U4 égale 0. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, U4 égale 0. Et puis, je vais donc avec ces deux valeurs-là dans mon deuxième système. Donc, U3 égale 0, U4 égale 0. X1 est différent de 0. Un produit égale 0, ou bien nécessairement implique que l'un des facteurs est nul. Puisque le deuxième n'est pas nul, donc le premier est nul. Mais en remplaçant U3 et U4 par des zéros, je vais obtenir du deuxième équation, je vais obtenir que 1 plus 4 et 2 égale 200. J'ai obtenu un système à deux équations, deux inconnues, que je dois résoudre. Allez-y, oui. Donc, deux systèmes à deux équations, deux inconnues. La résolution, elle va me donner U1 égale 200 sur 3 et U2 égale 100 sur 3, ce qu'on a déjà prouvé avec cette méthode-là. Donc, on retrouve les mêmes valeurs. Je pense que la dernière fois, on s'est arrivé jusque-là. Aujourd'hui, je vais terminer. Il nous reste une petite partie dans la dualité que je vais terminer aujourd'hui. Avant cela, peut-être On s'est arrêté quand est-ce que l'acheteur commence à gagner? j'ai pas bien entendu. Il y avait un petit écho. On s'est arrêté lorsque C3 supérieur ou égal à 403, là où l'acheteur commence à gagner. J'ai écouté, j'ai pas bien compris parce que il y a un mass média autour de vous. Mais je ne pouvez pas bien vous écouter. Nash, si vous pouvez intervenir encore une fois, mais dans les mass médias. Alors, je vais prendre ce problème-là et je vais introduire la dualité d'une autre façon. J'aurai besoin de la fonction.
Le problème, c'est notre problème qu'on a résolu, c'est le problème de l'agriculteur. Et je vais vous montrer une chose maintenant. Donc, c'est un problème avec deux variables de décision 4.1. Je reviens avec vous. Voilà. Donc, quel est le lien mathématique entre les deux? Le lien, il est écrit là. Donc, si j'écris mathématiquement mon problème primaire de la forme C transposé fois X, X c'est le vecteur de décision, C c'est le vecteur des coefficients composé des coefficients de la fonction objectif, B c'est les seconds membres, donc finalement B est là, B égale, elle est B, B égale, d'accord? Là c'est la matrice des coefficients. Alors, le problème, je peux passer dans les deux sens. Je peux passer dans les deux sens. C'est-à-dire, d'un problème de maximisation sans dual, il va être un problème de minimisation et vice-versa. Donc, comment on trouve comment on trouve le problème dual? Eh bien, on prend les seconds membres, on les transpose, ça nous donne la fonction objective. C'est pour cela que j'ai dit qu'il y avait un échange entre les coefficients, les seconds membres et les coefficients de la fonction objective du dual. Et puis, on transpose la matrice A. Bon, qu'est-ce que ça veut dire transposer? Ça veut dire que je prends la première colonne, je l'écris comme étant la première ligne, etc. Deuxième colonne, je l'écris comme la deuxième ligne, et je retrouve mon problème. Alors, faisons... Alors, هنا وين البروبليم تاعنا؟ Voilà. هنا ايش عندي؟ C1, C هما 100 و 200. الماتريس البي نتاعي هي 150 480 440 et 90. الماتريس نتاعي ماتريس des coefficients. Donc, je vais la prendre. Monsieur 90, monsieur. Le matrice nتاعي donc il y a 1, 1, 1, 4, 4, 2 et 1, 0. D'accord? Donc, on est pour X, bien sûr, vecteur de décision, X1, X2. Donc, peut-être rester soit en ligne, soit vecteur unique, soit conforme. Donc, 100, 200. Voilà, عندي Z égale C fois X. Première ligne fois première colonne, 100x1 plus 200x2. بعد هنا première ligne fois A fois x1. Donc x1 plus x2, elle est inférieure à 150. A fois x inférieur à x1 plus 4x2, deuxième contrainte, inférieure à 480. نبقى le système تاعي هذا. الدوال نتاعي باش نعمل؟ Je vais
قدامنا لا إله إلا الله la page suivante. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, X vecteur, C vecteur, B vecteur. C nerveux. Donc, on est transposé. Donc, on a pas les mêmes notations. Donc, je vais le transposer. Donc, C et au pire de bit transposé. Donc, au pire de bit transposé, nerveux de la vecteur. Nerveux vecteur, et voilà. Et voilà. Donc, on est C transposé fois X. Donc, je vous rappelle que quand on fait la multiplication de matrice, il faut que le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Le résultat, il va prendre le nombre de colonnes de la première matrice fois le nombre de colonnes de la deuxième matrice. Alors, pour ce faire, je vais vous rappeler l'essentiel. Donc, si on a une matrice C fois D, on va obtenir une matrice, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Si je prends la première matrice à N ligne et P colonnes, forcément, pour que le produit soit défini, il faut que la deuxième soit à P ligne, on va dire Q colonne. Et quelles sont les dimensions de la matrice résultante? Elle va prendre le même nombre de lignes que la première, N, le même nombre de colonnes que la deuxième. Donc, elle est le principe de multiplication matricielle. Si le nombre de colonnes de la première matrice différent du nombre de lignes de la deuxième matrice, donc l'opération n'est pas difficile. Donc, elle est carrée. C'est transposé. C'est transposé. Quand je transpose, ça sera une ligne de colonnes. Donc, 1, 2. 1, 2 multiplié par x. X, c'est 2, 2, 1. Donc, je trouve 1, 1. Elle est 1, 2. Elle est 2, 1. Vous voyez que le 2, ça coïncide. Et 1, 1, je trouve un scalaire. Un scalaire, c'est 1x1 plus 2x2. Dans cet exemple, 100x1 plus 200x2. Et voilà. Donc, si je transpose, donc si je peux utiliser les mathématiques directement, donc si je transpose A transposé sur statine, deux lignes, deux colonnes. Deux lignes et quatre colonnes. D'accord? Donc, la première ligne est 1, 1, 4, 1. La deuxième, 1, 4, 2, 0. Soit le vecteur U1, U2, nous ne l'a pas écrit. Donc, le vecteur U. Alors, on va écrire les lignes de la colonne. Donc, elle est transposée deux fois. A transposé, c'est 2 fois 2.
soit 4 fois 1. Donc, ici, je dois écrire, voilà. Ça soit défini, Q1, Q2, Q3, Q4. D'accord? Et voilà, on a ce qu'il faut. Vous pouvez vérifier si vous voulez. On a ce qu'il faut. Et si on va donc, si on va construire le dual mathématique. Si on va construire le dual mathématiquement, je préfère le construire économiquement, comme on a fait, donc pour chaque membre, lui attribuer une valeur fictive, la variable dual, et rapidement, on peut passer du primal au dual. Ce qu'on va faire maintenant, c'est exactement, on va appliquer ces notions-là. Alors, pour les appliquer, allez, on va y revenir. On aura besoin tout à l'heure. Et on va faire cette opération. Voilà. C'est un exercice d'examen, mais pas tout à fait. La squelette est le même exercice d'un examen. Moi, vous allez avoir l'examen compulsionnel. J'ai déposé aujourd'hui l'examen de l'année dernière. D'accord? Je l'ai déposé sur Classeo sous format Google Forms. Donc, quand vous allez résoudre l'exercice, si vous allez l'envoyer, vous allez recevoir automatiquement une note. N'est pas comptabilisé, c'est pour vous. Voilà. Qu'est-ce que vous avez compris? Il va vous indiquer quelles sont les questions qui sont justes et quelles sont les questions qui sont fausses. Donc, essayez de le faire pour avoir une idée sur votre examen. Bon, allez, c'était un exercice d'examen. Regardez, on a un problème de minimisation. Et on veut résoudre ce problème. Et les contraintes sont de type supérieur au égal. Donc, ce qu'on a vu, nous, on a pu prendre la du syntaxe. Dans le cadre de ce cours, on a résolu le problème de maximisation avec toutes les contraintes sont de type inférieur ou égal. Donc là, on ne peut pas appliquer la méthode de résolution graphique. On peut l'appliquer. Là, on peut, mais elle est un peu délicate parce que vous avez trois variables de difficulté. D'accord? Donc, on est dans l'espace. Mais là, qu'est-ce qu'il vous demande? Premièrement, c'était le problème dual, le problème considéré au-dessus. Donc là, on va considérer le dual. Puis, résoudre par l'algorithme du syntaxe le problème dual. Donc, une fois qu'on va considérer le dual, il va être un problème de maximisation avec toutes les contraintes sont de type inférieur ou égal. On va le résoudre et puis donner la valeur optimale ainsi que les solutions primales du dual et du primal. C'est-à-dire appliquer ou bien le théorème des écarts complémentaires ou bien à partir du dernier optimal, dernier tableau du syntaxe, le tableau optimal, déduire, comme on a fait dans l'exemple précédent, déduire la valeur de la fonction primale. Je vais prendre de cet exercice, on va faire la première question. Je ne vais pas entrer dans l'exercice du syntaxe. Je me rappelle qu'il y a plusieurs itérations ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cet exercice-là. On va le poser sur le détail. Voilà. Donc, ça, c'est notre problème primal. Le problème primal, c'est un problème de minimisation. On veut conserver le dual. Alors, essayez de réfléchir un peu et me dire qu'est-ce qu'on va faire. Avant cela, on va décrire notre problème. Donc là, on a un problème de minimisation avec trois variables de décision. Réelle de minimisation avec combien? Trois variables de décision, trois barres et deux contraintes. C'est le problème primal, c'est-à-dire c'est le problème de départ.
Et c'est notre problème final. Donc, on va un peu inverser. Et c'est notre problème final. On veut conserver le duel. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur le duel? Maximisation. Eh bien, c'est un problème de maximisation avec combien de contraintes? Combien de Trois. variables de décision? Oui. Alors, donc, le problème dual. Le problème dual. Regardez qu'est-ce que je vais changer. Le problème dual, le dual, c'est un problème de maximisation. Deux variables de décision ou trois contraintes. Voilà, c'est un problème de maximisation. Deux variables de décision, donc je vais échanger deux variables de décision et trois contraintes. Alors, pour construire le problème dual, je vais faire comme on a fait tout à l'heure. Donc, je vais fixer pour chaque contrainte un prix fictif ou bien une variable duale. Donc, un est CP1, un est CP2. Alors, il va me dicter la fonction objective du problème dual. C'est un problème. Max Z égale à 3E1 plus 2U2. Voilà, donc on l'appelle W. Voilà, Voilà, 3 U1 plus 2U2. 2, très bien. Et c'est la fonction, on va dire, c'est la fonction objective. Les contraintes, maintenant. Combien de contraintes? On va avoir trois contraintes qui sont. Alors, comment on va déterminer les contraintes? Eh bien, on va regarder par colonne les coefficients de x1, puis les coefficients de x2, puis le coefficient de x3. Donc, les coefficients de x1, il y en a un seul dans la première contrainte. Donc, ça va faire i1, et ça va être inférieur ou égal à 4. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, regardez qu'est-ce que je fais. Donc là, je vais transposer. Eh bien, si vous écrivez, on va l'écrire après. Alors, si je vais transposer la matrice de A, avant de la transposer, je vais terminer avec la méthode ancienne et puis on va vérifier avec la deuxième matrice. Donc là, dans la première équation, j'ai x1. Dans la deuxième, je n'ai pas de x1. Donc, le coefficient de x1, c'est 1. Donc, 1 fois u1 plus 0 fois u2. Ça fait u1, il est inférieur à 4. Il y a échange maintenant. Les coefficients de la valeur de z vont jouer le rôle des seconds membres des trois contraintes qu'on doit construire. Bah. Alors, qui me donne U2? Deuxième contrainte. Deuxième contrainte, ça va être U2 inférieur ou égal à 6. Attendez, voilà, on doit trouver les coefficients de x2. Dans la première, il n'y a pas de x2, donc on n'aura pas U1 dans la deuxième, très bien. Et pour la troisième contrainte, 3U1 plus 2U2 inférieur ou égal à 13. voilà, c'est très bien. Les trois contraintes, et là, on a construit le problème dual. Et bien sûr, la contrainte de non-négativité, U1 et 2, sont toutes les deux positives. Supérieur, égal à
duel, c'est le problème duel. Vous voyez, donc maintenant, si on a un problème de maximisation avec toutes les contraintes sont de type inférieur ou égal, son problème dual est un problème de minimisation et toutes les contraintes sont de type supérieur ou égal. Ça, c'est du classique. Donc, le premier exemple qu'on a fait, ce sont des exemples, on va dire, simples à faire. Maintenant, je vais passer à d'autres exemples, on va dire. On va passer à ces problèmes-là. Je vais m'intéresser au problème numéro 6. Regardez, avant cela, le problème numéro 6. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer qu'il y a deux petits problèmes. Premièrement, c'est un problème de maximisation, mais on n'a pas toutes les contraintes de type inférieur ou égal à 0. Donc, nos contraintes, la première, c'est bon. Et pour la deuxième et la troisième, là, on a supérieur ou égal, et là, on a une égalité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, c'est un problème assez délicat. On va le résoudre ensemble. Et ça, c'est le cas général, le cas le plus général qu'on peut rencontrer. On va télécharger le troisième page, donc on va le résoudre. Donc, premièrement, pour le résoudre, on va faire la chose suivante. Donc, à chaque fois où on a un problème de maximisation, donc on a un problème de maximisation, on a un problème de maximisation avec toutes les contraintes tendues. Il faut que les contraintes soient de type inférieur ou égal. On passe à un problème de minimisation. On passe à un problème de minimisation avec toutes les contraintes sont de type inférieur ou égal. Voilà. Que faire si on n'a pas un problème? On a un problème de maximisation, mais on n'a pas que toutes les contraintes sont de type inférieur ou égal. Et là, on va faire la chose suivante. Premièrement, on va pousser au maximum pour que les contraintes soient de type inférieur ou égal. C'est-à-dire, je vais prendre la couleur rouge. Là, G supérieur ou égal. Mais si je vais multiplier par moins 1, si je vais multiplier par moins 1, d'accord? Je multiplie la parenthèse par moins 1, je sais que je peux changer l'inégalité en une inégalité. Donc, supérieur ou égal devient inférieur ou égal. D'accord? Donc, c'est la première chose à faire. On multiplie par moins 1. Mais pour l'égalité, je ne peux rien faire puisque c'est une égalité. Je ne peux pas avoir le signe inférieur ou égal. Donc, là, je vais maintenant essayer de faire le problème dual. Là, faites le problème dual à partir de cette forme-là. Construisez le dual, on va le corriger tout à l'heure. Je vous accorde 5 minutes. Essayez maintenant de réfléchir chacun sur son feu comment construire le dual.
Alors, on a fini. Qui peut me dicter, hein? Qui peut, c'est le dernier exemple. Avec cet exemple, on va clôturer la partie de l'examen. Alors, donc, si on avait le problème primaire, donc c'est notre problème primaire. Ça, c'est notre problème primaire. Donc, primaire. Et on va considérer le dual. Donc, ça, c'est le primaire. Notre dual va être un problème de minimisation. Donc, un problème dual. Donc, c'est un problème de minimisation. Qui me dicte, s'il vous plaît? C'est un problème de minimisation. Oh, non. C'est un problème de minimisation. Donc, W égale. Alors, W égale 5. Plus combien? Moins 12. Et plus 13. Donc, jusqu'à présent, on est dans les normes. Tout le reste, il va être dans les normes. Il y aura un petit changement à la fin que je vais indiquer. Voilà, donc alors je vais écrire les contraintes. Donc, pour faire 8, je vais copier cela. Alors, oui. Et on va commencer nos contraintes. Alors, la première contrainte, elle va être 3E1. 3E1 plus 2, plus 8 U2. Moins 8, parce qu'on a multiplié par moins 1. Regardez. Moins 8 U2 plus 15 U3. Oui ou non? Oui. Plus 9. Supérieur ou égal. Plus 9. Ah, plus 9. Oui, vous avez complètement raison. 9 ici. Il est supérieur ou égal à 10. D'accord? Et la première contrainte. Deuxième. On dit moins 2 U1, moins 4 U2, plus 15 U3. Voilà. Moins 4 U2, plus 11 U3. Oui. 15. 15 plus 15, c'est vrai. U3, supérieur ou égal à 1. Supérieur ou égal à 1. Voilà. Contrainte numéro 3. 7 U1. Moins 7 U2. Moins 7 U2, oui. Plus 14 U3. 4. D'accord. Et la dernière contrainte, la quatrième. Moins 6 U1. Plus 6 U2. Plus 10 U3. Supérieur ou égal à 7, la dernière. Voilà. Très bien. Donc, c'est le problème. Il nous manque la contrainte de signe pour les variables duales. La contrainte de signe
Et là, avant de l'écrire, je vais vous donner ce qu'on va appliquer. Ce qu'on va appliquer, c'est la chose suivante. Voilà. On va appliquer ces règles-là. Alors, ils sont faciles à se rappeler, et je vais l'expliquer tout à l'heure. Ils sont faciles à se rappeler. Je vais les mettre ici. Je vais les minimiser. Voilà. On va la mettre dans un coin. Alors, qu'est-ce qu'elle disait, Romain? Donc, je multiplie par moins 1 encore une fois. Donc, on a multiplié les par moins 1. Je multiplie par une parenthèse avec un signe moins. On a donné un moins. Il y a plutôt les inférieurs ou égal. Les moins. Voilà. Donc, regardez. Pour les contraintes de signe, pour la première contrainte, on n'avait pas un problème. C'était inférieur ou égal à 5, donc contrainte de non-négativité respective. Plutôt de non-négativité, voilà, égale 0. Pour la deuxième contrainte, il y avait un problème. C'est une valeur négative, donc U2. Donc U2 aussi, elle doit être négative. Pour la troisième contrainte, on avait égalité. Donc égalité, ça veut dire qu'on n'a pas de condition pour U3. On va dire U3 réelle, c'est-à-dire elle peut être négative comme elle peut être positive. On peut parfois dire qu'elle est libre. Elle est libre, c'est-à-dire elle peut prendre n'importe quelle valeur. D'accord? Ou la sans contrainte de signe, comme c'est écrit ici. Alors, je vais utiliser réel, donc entre parenthèses, sans contrainte de signe. Voilà. Et là, comme ça, on a traité le cas le plus général qu'on peut rencontrer. Je vais mettre mes accolades. Voilà. Donc, encore une fois, quand on a un problème de maximisation, on doit forcer que les contraintes soient de type inférieur ou égal. Et pour le problème de minimisation, on doit forcer que les contraintes sont de type supérieur ou égal. L'égalité, on ne la touche pas. Et puis, si on a un second membre négatif, donc ça va influencer sur la variable duale qui est associée à cette contrainte. Pour le cas d'égalité, donc, on va avoir la contrainte sans signe, c'est-à-dire qu'on peut accepter toutes les valeurs possibles. Est-ce que vous avez des questions? Et donc, arrivé là, je pense qu'on a terminé le contenu ou bien le programme, les objectifs fixés pour ce module-là. On a fait le tour. Maintenant, pour l'examen de la session, de cette session-là, donc, je pense que l'examen aura lieu le 22 janvier. C'est un examen QCM avec, vous allez avoir normalement 4 choix pour chaque question. Il y a une seule réponse qui va être correcte. Soit réponse fausse et une réponse correcte. Vous avez un exemple
dans le document que j'ai déposé aujourd'hui, c'était l'examen de la session principale de l'année dernière, sauf que l'année dernière, on n'est pas arrivé à faire le chapitre dualité, donc il manque un peu, on va dire, de questions sur la dualité. J'ai essayé de faire le Google Form, j'ai essayé de répondre aux questions et voir est-ce que ça va ou non. Je resterai à votre disposition, surtout par mail. Et bien sûr, si on va se croiser pendant la session d'examen, parce que c'est sûr que je vais avoir mon emploi de surveillance. La seule chose que je vous demande de faire, c'est de ne pas m'envoyer dans les derniers 24 heures, c'est-à-dire le 21, vous allez m'envoyer des questions parce que je risque de ne pas avoir le temps de vous répondre. Donc, j'espère que vous me donnez un peu de temps. Donc, si vous avez des questions, je serai à votre disposition. Mais faites qu'il faut me donner un peu de temps pour vous répondre. D'accord? Donc, plus ou moins 48 heures pour vous répondre. Donc, essayez de poster vos questions avant 48 heures de l'examen au dernier délai. Sinon, à partir d'aujourd'hui, si vous avez des questions, Monsieur, j'ai une question. allez-y. Monsieur, في l'exemple اللي كنا نخدموا فيه قبل هذا Par exemple, نتاع 4x1 plus 6x2 plus 13x3. l'exemple, من كتبناه احنا هذا. ما عرفتش هاك اكزرسيس بدينا نخدموا فيه بعض. D'accord. Oui, allez-y, posez votre question le temps que je Monsieur, vais انت في لي répondre. كونترانت كتبت وقتها هو كان بروبليم وقتها رديناه دوال نحن البروبليم في لي كونترانت بربي يرجع لي لي كونترانت اللي كتبتهم ما فهمتش. أنا هذه قاعد لوز عليه مش هذايا لا استنى هذايا سي لو ديرني هذايا لا بون اتون ندوه احنا مكتوب في الكور هو. هذاك apparemment انا شو اللي جي فيه a priori j'ai pas fait une copie attends ندوه donc c'était un exercice comme un squelette d'examen voilà هذاك باش ناخذ غادي ونحطوه على الديابو تاعنا oui allez-y posez votre question. مسيو في لي كونترانت اللي كتبتهم كتبت لازم U1 inférieur à 4 و U2 inférieur à 6. بعد كده كتبت واحدة أخرى قلت U1 et U2 نعرفش أنا ما كتبتهاش أنا 3 كتبت U1 plus 2 U2 inférieur ou égal à 13. هذيك ما فهمتهاش 3 U1. Regardez comment on va raisonner. On va raisonner de la façon suivante. Pour la première contrainte, on va lui associer une variable duale U1. Pour la deuxième, U2. Maintenant, on va transposer mathématiquement. On va transposer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les coefficients de x1. On va prendre les coefficients de x1. Donc, ça, le problème, c'est un problème de maximisation. Donc, maximiser Z égale 3U1 plus 2U2. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, j'ai les contraintes internes. Les contraintes, on va transposer la matrice. Si je vais écrire la matrice, je vais l'écrire. Je vais avoir 1, x1, 0. Il n'y a pas d'x1 dans la deuxième contrainte. Pour x2, il n'y a pas d'x2 dans la première. Il y a une dans la deuxième. Et pour la troisième, j'ai 3 et 2. C'est la matrice des coefficients de cette matrice-là. D'accord? Si je vais la transposer, je vais vous répondre à votre question. Mais moi, je vais la faire comme on a fait pour les autres. Donc, je regarde les coefficients de x1. Donc, x1 figure dans la première colonne. Il ne figure pas dans la deuxième. Donc, je vais dire q1, elle est inférieure ou égale à 4. Donc, c'est la première colonne. q1, inférieure ou égale à 4. Pour la deuxième contrainte, je
vais regarder que les coefficients de x2. T'as regardé les coefficients de x2. U2 Lisez-moi les inférieur coefficients. à 6. Voilà. Il n'y a pas de U2 dans la première, donc U2, elle est inférieure ou égale à 6. Maintenant, lisez-moi les coefficients de U3. 3 ou 3, 2. Voilà. Donc, 3, plus que 3, c'est dans la première équation. Donc, 3 fois U1 plus 2 fois U2. Donc, 3 U1 plus 2 fois U2. 2 fois U2. Et ça doit être inférieur ou égal à 3. C'est bon, monsieur, merci. D'accord? Voilà, et là, le bac, U1, U2 sont positifs, contraintes de non-négativité. Et ça, c'est ça, d'accord. C'est la troisième contrainte. C'est bien que vous m'avez dit parce que j'ai cru que je l'ai corrigé, mais je l'ai corrigé sur le cours. Donc, le cours, ça reste dans le vidéo, mais vous n'allez pas avoir une chose écrite. Et là, je vais partager votre cours avec Twin 3, je crois. Ils auront leur... Ah non, non. Eh oui, oui, ils auront leur séance en présentiel, donc je dois leur partager cette séance-là. Ils seront satisfaits de votre question, comme ça, ils auront l'occasion de mieux comprendre. Merci. Et voilà, merci à vous. D'accord? Donc, c'est le problème dual. Donc, c'était quoi primal dual. Et j'attends vos questions, s'il vous plaît. Si vous avez d'autres questions, allez-y, n'hésitez pas. Le vendredi, Monsieur, j'ai un cours en présentiel à Esprit. Vous allez être à Esprit la deuxième partie de la semaine. J'ai un cours le vendredi matin. Oui, allez, je vous écoute. Oui, demoiselle. monsieur بلا بيمسيش ترجع على الديابو اللي فيه لي ماتريس السي والبي والا والاكس اللي فيه لي ماتريس OK. الديابو اللي هنا هذايا هذا اللي في الكور اي هذايا نعم. monsieur السي والدي والا ما فهمتهمش هذايا c'est une parenthèse. C'est une parenthèse pour vous rappeler le produit matriciel. Pour vous rappeler le produit matriciel. Le produit matriciel, si vous avez une matrice C fois une matrice D, on sait que le produit matriciel n'est pas toujours défini. Et on sait qu'il n'est pas commutatif, c'est-à-dire C fois D en général n'est pas égal à D fois C. Quand est-ce qu'un produit matriciel est défini? Si le nombre de lignes, plutôt le nombre, c'est le nombre de lignes de la matrice C, N, et P, c'est le nombre de colonnes de la matrice C. Pour que le produit soit défini, il faut que le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. D'accord? Il y a une condition. La matrice résultante, quand je vais faire le produit, qu'est-ce qu'elle va prendre? Elle va prendre le nombre de lignes de la première matrice et elle va prendre le nombre de colonnes de la deuxième matrice. D'accord? Donc, c'est la définition du produit matriciel. Je peux aller un peu plus que ça, c'est-à-dire l'élément, donc l'élément, on va les appeler E et J. E et J. Donc, C et J. D'accord, les éléments. Donc, D et J. Donc, si je vais calculer E et J, E et J égale à combien? E et J égale la somme. Donc, je vais fixer la ligne de la première matrice. Donc, je vais fixer le I. Et je vais introduire un coefficient K fois D K J. Et mon K là, il doit parcourir l'ensemble de 1 à P. Et pour c'est cela, bon monsieur merci d'accord, voilà, c'est la définition des matrices. Très bien. Il y a une autre question?
Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie pour votre présence. Merci pour les 7 semaines qu'on a passées ensemble. Il faut dire, je vais garder des très bonnes impressions sur le quatrième année Infini 2. C'est un groupe assez soudé, assidu et des gens sympas. Je suis fier d'avoir fait votre connaissance et espérons qu'on va se rencontrer dans notre, je ne vais pas dire notre module, vous allez bientôt finir votre cours, mais dans des bonnes circonstances. Merci à vous et au revoir. Merci, monsieur. Merci, monsieur, et à bientôt. Merci. Merci.